Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Accrochez-vous ce matin. Nous allons remonter le temps, retourner dans le passé, mais attention, pas nous dire de la veille, mais dans une vie antérieure. Connaissez-vous l'hypnose spirituelle, une thérapie qui nous aiderait à explorer nos vies antérieures? Mais alors dans quel but? Et quels seraient ses bienfaits? Attachez vos ceintures, nous partons pour un voyage spatio-temporel avec bien sûr Isa aux commandes de la guidance qui fait du bien, Kevin qui supervise le courrier et répondra donc dans quelques instants à toutes vos questions et bien sûr notre invité. Alors dans la famille Romanoff, il y a plusieurs dames de cœur. Aujourd'hui j'ai demandé Catherine. Et elle n'est pas là pour faire de l'humour, même si on en a beaucoup, vous verrez. Mais je vous promets, on va bien s'amuser. Je suis ravie de la recevoir. Tout de suite, générique. Ah, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. Comment allez-vous, Isa, Kevin? Ah, ça va, quand je suis avec vous, toujours. Ah, bah moi, c'est pareil. Je sors du lit, je me réveille tout juste et ça me fait plaisir. Eh ben ça se voit pas, c'est ça qui est magnifique. En fait, vous vous réveillez comme un petit prince. Et Catherine Romanoff, je suis ravie de vous recevoir. Je vous connais depuis un petit moment, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Alors, vous savez que vous avez quand même un collègue devant vous. Absolument. C'est Kevin Fidel, parce que chaque semaine, on explore quand même la pratique de l'hypnose. Par contre, on va jamais jusqu'à explorer les vies antérieures, Kevin. On n'a pas parlé de ça pour l'instant, oui. Jamais. En revanche, moi, je suis curieuse de savoir, je suis obligée de vous poser la question, Catherine Romanoff, est-ce que vous qui avez exploré les vies antérieures de vos patients, est-ce que vous avez vu ce que vous étiez avant d'être une Romanoff? Alors moi, effectivement, j'ai testé sur moi-même, évidemment, avant de pratiquer. Ouais. Et donc, j'ai vécu plusieurs vies. Mais on vit finalement chacun plusieurs vies parce qu'on change dans la vie, on s'intéresse à des choses différentes et finalement, on vit plusieurs vies, même dans cette vie-là. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que de temps en temps, on peut se demander à quoi ça sert d'aller dans une vie antérieure. Je me souviens même plus ce que j'ai fait il y a une demi-heure. Donc... Et alors, vous étiez quoi? Alors, c'est pas j'étais quoi, c'est-à-dire qu'en me promenant dans les vies antérieures, on n'est pas forcément à la recherche d'une identité précise, d'être un personnage, mais plutôt de situations et de rapport aux autres et de rapport à soi. Donc on voyage dans les vies antérieures et on arrive à des expériences. Mais allez, dites-nous, une époque. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans les vies antérieures, c'est vivre une expérience qui fait qu'on est dans un état intérieur particulier, qu'on va avoir des sentiments, des impressions. Donc alors, par exemple, une fois, je me suis retrouvée, j'étais un petit garçon dans un pays d'Orient où j'étais plus colorée qu'aujourd'hui, et je revenais du puits avec... une demi-sœur en fait. Donc elle est là devant moi. Donc quand on arrive dans une vie antérieure, on arrive toujours par une scène. Donc là c'était la scène d'ouverture et donc elle est devant moi, cette petite fille. Elle porte une jarre d'eau sur la tête et moi je suis derrière. J'arrive pas du tout à mettre la jarre d'eau sur la tête parce que j'y arrive pas du tout. Par contre je peux la porter comme ça dans mes bras et je la suis. Et là je suis traversée par un élan d'amour pour cette petite fille. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait de pouvoir vivre des émotions extrêmement fortes. Et donc pendant que j'étais en hypnose, traversée par cet élan d'amour qui date d'un autre temps, je pleurais à chaudes larmes, émue par cette aventure. Est-ce que vous avez pu reconnaître peut-être une de vos sœurs d'aujourd'hui? Absolument. Anne ou Valérie d'ailleurs? En l'occurrence, je pense que c'était Valérie qui... Vous êtes très proche aussi avec Valérie. Alors justement, parlons-en parce que je vous connais depuis un petit moment et j'ai vu votre évolution. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus lumineuse. Je tenais vraiment à vous le dire. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps à un cocktail, je vous dis tout. Et je vous ai dit, je veux que vous veniez sur le plateau. Et j'ai l'impression, parce que vous avez fait des romans aussi sur la médiumnité. Alors, ce n'est pas le livre qu'on va présenter aujourd'hui, mais Le Bureau des âmes. Quand même, c'est quand même un roman sur la médiumnité. Est-ce que le fait d'explorer un peu l'invisible, vous avez développé vous-même des facultés extrasensorielles? En fait, le fait de faire des voyages comme ça dans les vies antérieures ou dans des domaines plus spirituels, c'est-à-dire que si on parle de vie antérieure et qu'on a chacun eu plusieurs vies antérieures, on peut se demander qu'est-ce qu'on a fait entre deux vies. Donc là, il y a des protocoles qui s'appellent la vie entre les vies. Et donc, on est dans cet espace plus spirituel. Et là, on peut recevoir effectivement des enseignements, être en contact même avec une vue différente par rapport à notre vie actuelle. Et ça doit vous aider pour votre travail, parce que vous avez développé une énorme intuition finalement. Exactement. On va en parler dans quelques instants, parce que je trouve que c'est quand même un sujet passionnant. Kevin, Isa, dans une autre vie, vous avez déjà exploré vos vies antérieures? Moi, je l'ai fait énormément, pas par l'hypnose, c'était davantage par la méditation, mais après,
Ça peut être une forme d'hypnose. Mais moi, je suis pas très fière parce que, et ça m'a été dit plusieurs fois par différentes personnes différentes. Non, mais je vous prépare psychologiquement à ce que je vais vous dire. C'est que moi, j'ai été bourreau. J'ai coupé des têtes. D'accord. Et ouais. Ok. Et mais, On a de la chance dans non, cette mais ce qui est émission. incroyable, c'est que j'ai la phobie des couteaux. Ah, c'est ça. Et dès qu'une personne dans les films supplie ou qu'on lui fait du mal, je ne supporte pas. La phrase « pitié, je t'en supplie », c'est une phrase que je ne supporte pas. Et pourtant, elle a dû être entendue justement dans Je cette pense vie que antérieure. peut-être une forme de culpabilité de mon âme où je l'ai trop entendue. C'est allez, c'est bon, t'as assez supplié, bisous. Mais je sais pas. Alors, ça sera intéressant tout à l'heure de voir, parce que justement, quand on explore, c'est une véritable thérapie, ça nous permet, parce que le bienfait, il est dans cette vie-ci. Le fait d'explorer les vies antérieures nous permet d'avoir un bienfait. Je serais curieuse de savoir si vous avez mal à la nuque. Aujourd'hui encore. Mais regardez Ah mon ben non, cou. vous étiez bourreau, vous n'avez pas... Mais non, mais vous avez pas regardez coupé mon la tête. cou. J'ai 2 plis énormes que j'ai toujours eu depuis toujours. Et c'est vrai que je suis très sensible au cervical. Je vous donnerai une crème, vous allez voir, elle est géniale. Une crème. Mais justement, Non, en chirurgie esthétique. Et vous, Kevin? Moi, j'ai encore passé pour le sceptique, mais j'aime bien cette idée de vie antérieure. Je la vois plutôt comme une métaphore, en fait, de ce qui se passe dans notre vie. Et parfois, sortir de son identité, de sa biographie, nous permet d'envisager des choses très, très symboliques. J'ai plus cette vision-là. Par contre, évidemment, ce sont des voyages qui sont géniaux, qui sont magnifiques à vivre. C'est des expériences extraordinaires à vivre. Après, voilà, cette question de j'étais cette vie ou j'étais cette vie, moi, elle reste toujours un petit peu en... Et vous? En vie antérieure, oui, j'en ai eu plusieurs. J'ai été nonne. Mais je vous jure que c'est vrai. Et j'ai été nonne. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'avais exploré une autre vie. Ah ben, j'étais dans l'armée de l'air. C'est pas vrai. Et oui. Et mon père aussi. Et je vois que dans toutes les vies antérieures, je suis seule. Voilà, je tenais à vous le dire. Mais dans cette Mais vie-là, je c'est termine ma différent. vie On est là. heureuse, hein. On est là dans cette vie-là. Voilà, c'est ça. J'ai peut-être transformé mon karma. D'ailleurs, est-ce que... Ok, vous êtes sceptique, Kevin, mais est-ce que vous croyez aux vies antérieures? Alors, c'est une question que je me pose. Par contre, je pense que travailler sur une expérience qui nous arrive comme ça, dans un état d'hypnose ou de méditation, peut vraiment nous aider à travailler sur ce qui nous arrive dans le présent. Mais c'est Ça, pas j'en ma suis question. persuadé. Oui, il est en train de bifurquer là. Est-ce que vous croyez aux vies antérieures? Est-ce que vous J'ai pensez pas de que... certitude, on Donc va dire. il n'y a plus rien après la mort pour vous? Ah non, c'est pas forcément ça. Je n'ai pas de Ou certitude. alors vous vous réincarnez pas? Je sais simplement que si je vis une expérience dite de vie antérieure, je ne saurais pas si c'est une vraie expérience ou une expérience d'imagination. Mais que ça soit l'un ou l'autre, ça peut avoir un impact quand même. Et en fait, ce qui m'intéresse moi en tant qu'accompagnant, et c'est au-delà de la Absolument. croyance qu'on peut avoir, c'est comment on peut aider les gens. Et je crois que c'est une superbe technique pour aider les C'est gens. ça, hypnose ou rêve. On va le voir dans quelques instants. Et vous? Vous croyez en la réincarnation? Ah, tout à fait. Oui. Vous pensez J'ai Akasha de tatouer là. Akasha, donc la bibliothèque akashique. Exactement. C'est ça. Hein, donc ça serait la mémoire du monde finalement, les ailes akashiques. Et donc, est-ce que, et on va aborder, mais je suis tellement curieuse, j'ai tellement de questions. Vous pensez que de travailler ensemble, c'est qu'on a un lien karmique peut-être d'une autre vie pour vous? Un je lien ne saurais salarial. pas le dire. On ne peut pas le savoir ça. En tout cas, vous pouvez le créer aujourd'hui et vous pouvez aussi le créer différemment aujourd'hui, justement en nous inspirant peut-être des enseignements du passé. C'est ça. Hein. Alors, petite info quand même. D'après vous, combien, en pourcentage, hein, combien de Français croient aux vies antérieures? Ah, beaucoup. Moi, je dirais, allez, 40%. Allez, 50%. Non mais Kevin, il a une intuition, mais c'est incroyable. À chaque fois. 50% des C'est beaucoup, Français hein. croient aux vies C'est antérieures. pas notre culture en fait. Mais oui, mais moi je trouve ça incroyable. Alors justement, Catherine, la science aujourd'hui, est-ce qu'elle a avancé sur ce sujet, sur l'hypnose des vies antérieures? Et est-ce que vous avez une anecdote d'un scientifique qui aurait exploré? Alors bien sûr, il y a Ian Stevenson aux États-Unis qui était un psychiatre américain. Donc lui, il travaillait avec des petits-enfants et ces petits-enfants étaient amenés parce qu'ils avaient des terreurs nocturnes. Donc l'enfant hurle, pleure dans son lit comme s'il avait une réminiscence en fait de vie antérieure. Et puis Ian Stevenson, au lieu de dire tais-toi, ça n'existe pas, on fait un gros câlin puis va te coucher, au contraire, a vraiment considéré qu'est-ce que racontaient ces enfants. Il a mené une enquête absolument incroyable, plus de 20 000 cas, il a répertorié plus de 20 000 cas et il a écrit un livre qui s'appelle 20 cas suggérant la réincarnation. Et donc dans ces 20 cas, c'est vraiment c'est-à-dire il mène une enquête avec les dires des enfants, il va mener une enquête puisqu'ils ont des informations très précises pour peu qu'on leur pose des questions. Et il y a un cas qui est assez touchant de James Leininger, qui est très connu en fait, et qui c'était après la mort de Ian Stevenson, mais c'est quelqu'un qui travaillait dans la même mouvance, puisqu'en fait il y a toujours des études aux États-Unis qui sont faites pour ce... C'est dur hein, de dire États-Unis.
Pour ce genre de cas, voilà, dans cette vie c'est dur, mais peut-être dans une autre c'était plus facile. Et donc ce James Leininger, il avait dès l'âge de 2 ans des cauchemars terribles. Il disait avion en feu, le petit homme va s'écraser. C'est vraiment voilà de façon et donc. Au départ, ses parents ont essayé de le calmer, etc. Et lui, il était vraiment assez empli de cette peur. Et quand on l'interroge gentiment en disant « Mais c'est qui s'écrase ? C'est un petit homme et il est où ? Il est dans un avion de chasse. » Il a réussi à donner beaucoup de détails et il se serait écrasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ses parents ne croyaient pas du tout à la réincarnation. Et finalement, ils lui ont posé des questions justement pour démonter ses dires. Et lui, il a su dire son nom de l'époque. Et non seulement son nom, mais de retrouver un ancien camarade. Et donc, la télévision s'est emparée de cette histoire. Donc, il y a eu un reportage et on a fait rencontrer ce petit garçon, du coup, là, âgé de 6 ans, qui a reconnu son ancien camarade et qui a pu dire des anecdotes qui ont été vérifiées, et notamment par cet ancien camarade, mais aussi par sa ancienne sœur. Mais c'est incroyable parce que vous avez peur des couteaux, comme ce petit enfant aussi, voilà, ça peut faire sur les départs inexpliqués. Et ben moi c'est pareil, j'ai toujours eu peur des gros bateaux de guerre et des avions de guerre. Mais je ne peux même pas en regarder. Hein. C'est comme si ça me ramenait à une mémoire que je ne connais pas. Mais je pense que notre âme, elle garde en mémoire de toute façon. On peut avoir des réminiscences du passé. Quand on a une vie antérieure qui vient surgir dans notre vie présente, c'est plutôt assez désagréable. Parce qu'en fait, on peut avoir des réminiscences, bon, évidemment agréables, on peut avoir des facilités pour faire certaines choses. Si vous avez fait une activité, n'importe laquelle, vous étiez, je sais pas... Un médium, la médiumnité. Voilà, par exemple. Et donc, vous avez pu avoir des facilités, du coup, de vie en vie. Et justement, je ne sais pas pour vous, Kevin et Isa, mais ça vous arrive d'arriver dans un lieu en vous disant, mais tiens, j'ai l'impression d'être déjà venu, ou de rencontrer une personne en disant, d'un coup, il y a cette fulgurance, comme si c'était des retrouvailles dans cette vie-ci. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé et je fais confiance à ça. Comme tout l'inverse, quelqu'un où ça va être, ouh, je le sens pas, mais vraiment très fort. Il se passera rien, j'efface le numéro et bisous, quoi. Ouais, après, c'est quand même votre première réaction hein, quand vous rencontrez quelqu'un. Comme ça, je suis pas sociale. Après, quand vous aimez, c'est pour la vie. Hein. C'est même pour l'éternité, j'ai presque l'impression. Et vous, Kevin? C'est vrai que quelquefois, on rencontre quelqu'un, on a l'impression de le reconnaître. Et ça peut être lié à des très belles émotions. Enfin, le coup de foudre, je crois, c'est un peu ça, souvent, non? On a l'impression de reconnaître quelqu'un. Après, ça vous est déjà arrivé? Tous les jours. Ah. Tous les samedis, quand je... Magnifique, très bonne réponse. Alors, il y aurait aussi ces impressions, hein. Oui, et c'est souvent un objet de consultation, justement, quelqu'un qui a une vie construite, qui a un conjoint, et puis tout d'un coup se sent attiré par le nouveau voisin qui vient de s'installer à côté. Mais du coup, c'est comme si la réalité était gommée, il y a comme un flash médiumnique qui va se superposer. Donc moi, ça m'est arrivé de quelqu'un qui consulte pour ça, c'est-à-dire qu'ils se sont très attirés tout d'un coup par quelqu'un d'autre et ne veut pas en fait être attiré par cette personne-là. Et finalement, on déroule une vie antérieure où ces deux personnes étaient amants, se sont jurés de se retrouver et il y a eu une mort dramatique dans cette vie antérieure. Donc il y a eu une promesse de retrouvailles. Donc ils se retrouvent dans cette vie-là, mais là, sachant ce qui s'est passé, elle décide qu'elle ne va pas donner suite puisque... ça peut attendre la vie d'après. Alors après qu'on ait dépassé le côté fascinant d'explorer nos vies antérieures, en quoi cette thérapie, donc l'hypnose spirituelle, et je vais présenter votre livre, alors je le trouve super. C'est parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, des livres sur l'hypnose spirituelle, qu'on appelle aussi l'hypnose régressive. C'est aller explorer nos vies antérieures par l'hypnose. Mais là, c'est très pratique parce que vous nous invitez à nous auto-hypnotiser. Avec, bien sûr, ça va au fur et à mesure. On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, en quoi cette thérapie fait du bien, alors ? Alors, c'est une thérapie qui est très efficace quand elle est adaptée, évidemment, à la situation. Et comme le disait Kevin, on peut très bien penser que c'est symbolique, que c'est une métaphore que nous offre notre inconscient, qui va nous transporter en dehors de notre biographie. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'évidemment, ça ne peut pas être nous qui avons vécu ces choses-là, puisqu'on se retrouve à une autre époque, dans un autre corps, dans un autre contexte, et dans des scènes, évidemment, qu'on n'a pas vécues. Et ça peut être une très belle métaphore que nous offre notre inconscient, et on peut travailler sur cette très belle métaphore. Parce qu'en fait, souvent, c'est plus facile, quelque part, d'aller transposer son problème, de le déplacer dans une vie antérieure, pour pouvoir le connaître, l'appréhender, le traiter. C'est moins souffrant que de le faire dans sa propre biographie. Mais alors, comment se déroule une séance d'hypnose spirituelle? C'est-à-dire, déjà, ils viennent vous voir pour
un exemple d'une problématique, on vient vous voir. La personne ne vient pas vous voir forcément parce qu'elle a l'impression de ressentir une vie antérieure. Elle vient vous voir pour une problématique, comme elle irait voir un psy finalement. Oui, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quel champ d'application en fait. Il y a une souffrance au départ et ce qui est important évidemment au début d'une séance d'hypnose, il y a une anamnèse et puis on va déterminer un objectif de séance. Je veux progresser dans tel ou tel, je ne veux plus avoir ce blocage, je veux me sentir mieux, je veux me sentir libre de ça. On détermine un objectif et c'est avec cet objectif qu'on va aller en hypnose. Donc soit effectivement on demande une vie en rapport avec l'objectif. Donc on peut très bien aller dans une vie très ressourçante. On n'est pas obligé d'aller dans une vie à la cause d'un problème qui s'agite encore aujourd'hui. On peut très bien aller dans une vie très ressourçante où on va aller chercher des états d'être, des états d'âme, on pourrait dire, très très importants qu'on va pouvoir rapporter ici. Ça peut être... c'est pas orienté problème, c'est aussi orienté solution dans ce sens-là. Donc à partir du moment où je suis allongée, je fais ma séance d'hypnose, je suis en état modifié de conscience, et là je plonge dans un moment phare d'une vie antérieure, hein, puisque vous nous amenez, vous nous accompagnez. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je l'ai vu cette vie antérieure. Alors on l'a pas vu comme ça, c'est-à-dire que c'est un dialogue. Dans la première partie de la séance d'hypnose, c'est le thérapeute qui va induire l'hypnose et qui va induire la régression. Et une fois que la personne va arriver dans la vie antérieure, elle arrive dans une scène d'exposition, on pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'elle va arriver à un moment de sa vie particulier. Et donc, à partir de ce moment-là, elle va pouvoir parler et décrire ce qui lui arrive. Et donc, le thérapeute est là pour poser des questions en disant « Mais comment es-tu habillée? Quels sont tes habits? Qui est important autour de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes? Dans quelle situation t'es ?» Et donc, la personne va décrire qu'à la première personne, en fait, comme si elle était plongée, complètement immergée. Voilà, alors je rentre du travail, c'est ma mère qui me fait à manger, l'ambiance de la maison est très triste, enfin voilà, va dérouler. Et donc on demande, pour avoir une espèce de vue globale, parce qu'on va arriver dans une scène, mais ce n'est pas forcément la scène où il se passe des choses intéressantes. Donc on a besoin de dérouler un peu toute la vie, et donc on va promener la personne de l'époque en disant, va à l'endroit le plus heureux de ta vie, va à l'endroit où tout a commencé, va à l'endroit où pour toi c'est très important, va au prochain événement important dans ta vie, pour essayer d'avoir une espèce de film, en fait, de biographie. Et puis, on va arriver à un moment donné, bon, soit on entre directement dans la scène traumatique, soit on va la rencontrer rapidement. Et donc là, on va pouvoir agir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réparer. Et là, il y a plusieurs écoles, en fait, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, on visite la vie antérieure, et ça suffit pour guérir. Et moi, je pense pas. Enfin, je pense que ça dépend des cas. De temps en temps, ça suffit. Comme je racontais avec Vous êtes en train de dire que le fait de revoir l'image, c'est comme si ça l'annihilait? Non, pas du tout. Le souvenir? Non, pas du tout. Donc en fait, soit effectivement, on va dérouler la vie et on tombe sur un problème, comme l'histoire de la dame qui était venue me voir parce qu'elle était amoureuse de son voisin. Et donc, elle va voir ce qui s'est passé avec son voisin, elle va en tirer un enseignement. Ok, c'est passé ça, mais moi, dans ma vie, c'est pas ça que je veux. Donc, quand elle est attirée, elle va replacer ça dans l'histoire de la vie antérieure. Ok, dans ma vie, c'est ça que je veux, mais effectivement, il y a cette attirance parce qu'il y a ça qui s'est passé. Donc, rien que le fait de découvrir ce qui s'était passé suffit, pour elle. Mais bien souvent, ça ne suffit pas parce qu'on va arriver sur quelque chose de complexe, un drame avec différentes personnes en jeu, etc. Et là, on va pouvoir travailler différemment. On peut, par exemple, essayer de comprendre ce qui s'est passé à un niveau plus spirituel. Souvent, c'est des apprentissages qu'on a à faire sur nous-mêmes. Je peux raconter des petites anecdotes parce que sinon c'est... Allez-y, ça me fait rire parce qu'en fait je vois que Kevin me regarde là. Depuis tout à l'heure il bouillonne parce que c'est tellement son thème. Non, mais je laisse... Et en plus, mais moi aussi j'ai une question... dites l'anecdote. Oui, j'ai une question alors voilà. Kevin. Donc là, je voulais juste raconter une histoire d'un homme qui a très très mal sur le flanc. Oui. Et vraiment, il a une douleur qui est donc inexpliquée. Hein. Il a été voir des médecins, il n'a rien, mais vraiment, il souffre à des moments extrêmement forts. Et finalement, on régresse et il se rend compte qu'il a été poignardé au XVe siècle. Et donc, quand on va dérouler la scène, on va avoir tous les détails de cette histoire. Qui l'a poignardé? Lui, il était un fils bâtard du Seigneur. Et finalement, celui qui l'a poignardé, lui, il est très malheureux parce qu'il pensait que c'était son ami. Mais c'était un mercenaire. Il savait que c'était un mercenaire, quelqu'un qui tuait des gens, etc. Mais il pensait qu'il était ami de cet homme fort. Et donc, il est hyper vexé, finalement, d'être tué par quelqu'un qui ne pensait pas que ça allait se passer. Et donc, non seulement il meurt avec cette blessure, mais aussi une blessure d'amour-propre, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir perçu, de ne pas s'être douté, de pas... Enfin, très frustré, en fait. Et donc, ça va être des séances qui vont permettre
d'autoriser une compréhension. C'est ce que j'appelle l'art de voir. C'est-à-dire qu'un jour, il va vraiment percevoir la situation dans son ensemble. Il va comprendre qu'en fait, il savait que cet homme n'était pas cet ami qu'il croyait. Il savait que cet homme était dangereux. Et tout ça, il n'a pas voulu le voir dans cette vie. Il a fait comme si ça n'existait pas, alors que finalement, il le savait. Et finalement, il s'en veut à lui. Et donc, c'est plutôt, il va y avoir un pardon, mais de soi-même, en disant « j'avais vu, mais je n'ai pas voulu voir ». Et le fait de voir la situation dans son ensemble, ça libérer quelque chose. Voilà, c'est ça. On va continuer d'explorer les vies antérieures. Et avec vous aussi, j'ai une question. Mais avant ça, dans une vie antérieure, il était certainement le dieu messager Hermès, déjà les ailes aux pieds, pour nous apporter le courrier. C'est Kevin. C'était le dieu des magiciens et des voleurs. Ah, c'était le dieu des magiciens? Entre autres, oui. Ah ben oui. voilà, c'est pour ça, oui. Je vois bien avec des petites ailes aux pieds, comme ça. Je vais en mettre pour la prochaine fois, alors. Je vais essayer d'en trouver. Alors, le courrier? Alors, Toujours pas marié? Toujours pas marié. Non, toujours pas. Mais par contre, j'essaie de répondre aux questions des téléspectateurs et téléspectatrices. Et donc, je le rappelle, mais vous pouvez m'envoyer vos questions sur tous les sujets autour du bien-être, du cerveau, du fonctionnement humain. Puis je vais essayer d'y répondre à chaque fois. Et sur quel mail? Sur le mail qui s'affiche à votre écran. Ou qui vient de s'afficher à votre écran. Voilà, sur la ce magie mail qui de est la là. télé. Incroyable. Pas encore, mais ça va s'afficher. Allez-y, Kevin. Et aujourd'hui, donc, on a sélectionné une question de Nadège, qui habite à Paris, et qui dit « Je n'arrive pas à dire non. À chaque fois qu'on me demande un service ou de l'aide, je me sens obligé de dire oui, et je le regrette ensuite. » Ah, super question. Ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas si ça vous arrive quelquefois d'accepter des choses alors qu'en fait, vous n'avez pas vraiment envie de les accepter. Avant, oui, maintenant, non. Ou toi, je t'imagine pas... Je ne suis pas un tyran, quand même. Si, un bourreau. mais c'est bien, t'arrives à te Non, positionner. mais c'est génial. Non, j'ai créé une nouvelle relation avec la blessure d'abandon. Oui. Donc maintenant, je Alors, on va pose des parler. limites. Mais alors moi c'est pareil, ça fait pas si longtemps que ça et je pense qu'on devrait l'enseigner beaucoup aux jeunes et aux jeunes filles aussi de savoir dire non. Exactement. Non mais c'est vrai aussi parce que parfois on peut aller trop loin alors que notre corps, notre âme a envie de dire non et parce qu'on a tendance à ne avoir pas peur s'accorder le droit, d'être ouais. jugé aussi. Exactement. Oui, déjà, je pense que ça touche les gens qui sont plutôt gentils, généreux, qui ont envie de faire plaisir. Mais ça touche aussi autre chose, c'est notre besoin d'être accepté et notre besoin de plaire. C'est ça. Je parlais de blessure d'abandon. Je pense que pour tout être humain, il y a une sensibilité plus ou moins forte à l'idée de se retrouver seul, en fait. Et si tout d'un coup on dit non à quelqu'un, la peur fondamentale qui est derrière, c'est que cette personne après nous aime plus et nous rejette. C'est ça. Après, c'est quand même souvent une peur exagérée, parce que si quelqu'un nous aime vraiment et qu'on lui dit non et qu'il nous aime plus pour ça, c'est sans doute que la relation était quand même pas terrible avant. Donc Nadège, si tu as peur que quelqu'un t'abandonne juste en lui disant non, c'est que si cette personne le fait, c'est qu'elle devait vraiment le faire, en fait, et sans doute qu'elle t'aimait pas vraiment. Mais je pense qu'on doit se rappeler de ça. En fait, on doit se rappeler que on est aimé non pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est normalement. Alors justement. C'est très beau, mais... Ça te plaît? C'est un poète. Hein. Mais alors justement, je vais proposer une petite expérience toute simple pour essayer de faire la part des choses, justement. Imaginons une scène où... Vous allez venir vers nous et on va te dire non, Kevin, on ne veut pas de vous. C'est vrai? On fait l'expérience? En fait, on peut essayer de se rappeler d'une scène où on a regretté d'avoir dit oui, alors qu'on savait qu'il fallait dire non. Oui. Bon, parce que parfois, on s'en doute après, mais Oui, non, oui. même dans des souvenirs lointains. Une demande, un service, quelqu'un qui dit « Ah, j'aimerais que tu sois là », puis en fait, on avait vraiment autre chose à faire. Ouais. Et on aurait dû se donner la priorité et on l'a pas fait. Vous avez une scène comme ça? Oui. Okay. Venir ici, non, ça marche ou pas? En fait, quand on se rappelle d'une scène comme ça, on peut se dire « Ok, il y a deux parties de moi. Il y a la partie qui a envie de plaire et la partie qui a envie de penser à elle. » Oui. Alors, on va s'imaginer qu'on met dans chaque main une de ces deux parties. Ok. Et quand on se rappelle de cette expérience, la partie qui avait besoin de plaire, elle a été plus forte que l'autre. Et ce qui serait intéressant, c'est de prendre le temps de se dire, OK, pourquoi j'ai besoin de plaire? Pourquoi j'ai besoin de penser à moi? Et qu'est-ce que je dois nourrir pour pouvoir me donner la priorité à moi? Et se concentrer sur symboliquement dans la main dans laquelle on met la partie de nous qui a besoin simplement de penser à elle, d'accepter ses besoins, et de se rappeler en fait de ses besoins, de quoi j'ai besoin, pourquoi j'ai envie de me donner la priorité. Et on se pose ces questions. Pourquoi j'ai besoin de temps pour moi? Pourquoi j'ai besoin de penser à moi? Et on vient nourrir cette partie-là. Il y a Isabelle qui part en lévitation. Mais... Ah, pardon. Et on peut faire l'exercice, alors là ça prendra un petit peu de temps, mais faites l'exercice jusqu'au moment où la main dans laquelle vous mettez l'idée de penser à vous devient plus légère que l'autre, comme si vous lui donniez plus de lumière, plus d'attirance. Et puis vous allez voir qu'en fait, quand vous êtes connecté à ça, vous vous révélez dans votre capacité à dire non et à vous positionner. Alors évidemment, quand on est en situation, parfois, on a ce petit travers de vouloir répondre tout de suite. Mais même quand on a dit oui, quand on s'est engagé, on peut reprendre le temps pour soi
Et puis ensuite, rappeler la personne pour dire, écoute, je t'ai dit oui, mais en fait, je vais me respecter et je vais te dire non. C'est magnifique. Avec vous deux, il y aurait déjà la paix dans le monde. Merci Kevin. Catherine Romanoff, vous restez avec nous dans quelques instants. Nous allons vivre une expérience d'hypnose inédite aussi. Ce sera une séance collective finalement. On va tous dormir sur le plateau, n'a rien à voir. Gros cliché qui n'existe pas dans l'émission. Nous allons aussi découvrir, ça sera pour découvrir un message de l'âme. Je me bats comme je peux, je me dépatouille. C'est tout de suite après une toute petite pause, le temps de rêvasser à qui on aurait pu être dans une autre vie. Émile Zola, Ramsès III ou encore Spider-Man. La fille qui a tout compris. C'est dans une vie future, Spider-Man. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Explorer les vies antérieures, un sujet fascinant que nous abordons avec notre invité, notre magnifique invité qu'on adore, dont le visage vous est certainement familier, sans avoir besoin de remonter bien loin cette fois-ci, puisque c'est Catherine Romanoff. Et oui, c'est la sœur d'Anne, mais aussi de Valérie, parce que Valérie aussi, on l'aime beaucoup. Et puis Isa et Kevin sont à mes côtés, bien entendu. D'ailleurs, dans une autre vie, nous étions peut-être 3 mousquetaires, ou alors peut-être les 3 petits cochons. Mais tout de suite, place à Isa, alias Peggy. Allez, nickel. Allez, on y va. Je le prends pas mal. J'aimais bien ce petit lancement. Ah, c'est pas mal, c'était pas mal. Bon, moi, par faire des blagues le samedi, qu'est-ce que je fais? Je m'ancre, je fais le vide dans mon esprit et j'accueille des messages spirituels pour pouvoir vous les proposer. C'est ce que j'appelle des guidances. J'ai du boulot, moi, le samedi. Bah oui, vous êtes médium, pas, c'est votre boulot. Et là, on est le 14 octobre. C'est la nouvelle lune en Scorpion. Donc, Scorpion. Eh bien non, on est dans l'énergie de nouveau départ. C'est-à-dire que là, on est vraiment invité à créer une nouvelle relation avec notre partie sombre pour pouvoir avancer. Parce que la partie sombre, très souvent, on peut avoir envie de s'en libérer, on peut croire que c'est un monstre, que c'est sale, etc. Pas du tout. Moi, j'aime à dire que notre partie sombre, c'est une partie de nous qui a manqué d'amour et qui a besoin d'être aimée, d'être comprise et d'être regardée. Je suis poète comme vous. Magnifique. Mais quelle poétesse de l'âme, celle-ci aussi. J'ai pleuré. Donc ce matin, je vous invite à communiquer avec votre partie sombre. Et vu qu'on est des êtres interactionnels, eh bien sur le plateau, on va le faire ensemble. Donc si vous êtes tout seul chez vous, vous allez sonner chez le voisin, la voisine, tout ça, la voisine dont on est tombé amoureux. Coucou, j'ai un petit exercice à faire. Non, sinon, vous le faites devant un miroir. D'accord. Sinon, je vous invite à regarder notre invité. Kevin, tu vas me regarder droit dans les yeux. Ok, génial. Et si on a un chien ou un chat, on peut le faire avec lui? Tout à fait. Il va Un me hamster répondre, aussi, ça passe. Non, parce que là, vous allez vous regarder au travers de l'autre, vous-même. Parce que je vous invite, en fait, à regarder la personne qui est en face de vous, droit dans les yeux, et vous allez vous dire cette phrase, soit à voix haute ou intérieurement, c'est comme vous le souhaitez. Cette lumière que je vois dans tes yeux illumine ma blessure et ma beauté intérieure. Waouh, c'est magnifique. On aurait dû presque afficher cette phrase. Ça aurait été nickel. Ouais, c'est vrai. Alors, redites-le. Alors, attendez, et donc, lorsque vous dites cette phrase ensuite, vous allez laisser venir une lettre dans votre esprit. Soit le T, soit le R, le A, le H ou le I. Ah, comme trahi. Exactement. T-R-A-H-I. Mais on avait fait un panneau, Léo, on pourrait le mettre comme ça vous fait un petit pense-bête. Donc, à partir du moment, génial. Merci. Donc là, on choisit une lettre. Tout en regardant dans les yeux et en pensant cette phrase, vous choisissez une lettre. Alors, je répète la phrase. Mémorisation. Cette lumière que je vois dans tes yeux illumine ma blessure et ma beauté intérieure. Que Et veux-tu? ça marche en plus, hein. Que je vois Je vois quelqu'un de très doux. Mais non, il faut que tu penses à une lettre. D'accord. La lettre H. Merci, Camille. Incroyable, moi aussi, c'est la lettre H. Et vous, Catherine? Moi, c'est le I. Ah, c'est fou, mais ça marche, ça m'a émue. Le fait de voir votre lumière, ça a réveillé en fait ma sombritude. Oui, j'invente un mot. Non, mais au-delà, je pense, c'est émouvant. Au-delà de nos passés karmiques, également en lien avec l'effet miroir, on se voit au travers du regard de l'autre. Parfois, une souffrance qu'on n'arrive pas à se dire, on va le voir au travers de la petite lumière qu'on va voir dans le regard de l'autre. On se voit au travers des autres. Vous avez ressenti quoi, Catherine? Moi, je ne sais plus, mais j'ai vu le I apparaître et je trouve qu'on est tout le temps en miroir, en fait. Je vous donne les messages parce que je suis là pour ça quand même. Quand même. Donc, si vous avez le H, Le H. le I, le H. H. Donc, si vous avez eu le T, pour les personnes qui nous regardent, Comme mon corps. le monde entier n'est pas contre toi.
Tu peux créer un lien fort avec toi et avec les autres. Tu ne vas pas être trahi, ose être vulnérable, ose te dévoiler. Cela va te permettre de partager de merveilleux moments et de grands moments de joie. Le R, affirme-toi. Si tu te voyais comme les autres te voient, tu tomberais tout de suite amoureux de toi. Je suis encore une poète. Tu as une belle beauté, de belles valeurs et un monde intérieur riche. Arrête de le cacher et partage-le avec les autres. C'est un très beau cadeau que tu fais à toi et aux autres. Le A. Une relation peut s'arrêter à n'importe quel moment. Personne ne peut te promettre de ne pas partir. Ce qui compte, c'est l'instant présent, les émotions ressenties, le plaisir partagé. Concentre-toi sur l'instant présent et laisse de côté les scénarios possibles incertains. Tu vas créer un nouveau bonheur. Le H. Ah, C'est nous. Kevin et moi. Arrête de t'excuser. Arrête de croire que tous les malheurs des autres sont exclusivement de ta faute. Arrête de croire que tu fais tout mal. Tu as le droit à l'erreur et surtout, tu ne peux pas porter tout ce poids sur tes épaules. Ça te fait mal. Détache-toi de ce poids qui ne t'appartient pas. Bon, je vais partir chialer. Hein. Et le I, Mais il n'y a rien, il n'y a pas « mais tout va bien aller après ». Il n'y a pas une dernière phrase de chute. détache-toi de ce poids qui ne t'appartient pas. D'accord, ok. Et retrouve ta légèreté. Oui, c'est ça. Le I. Dépose les armes, laisse ta carapace de côté. Arrête de chercher les ennemis autour de toi, tout va bien. Tu rentres dans une énergie de douceur, de calme et de bienveillance. Tout va très bien se passer. Tu peux te reposer et avancer sans cette hypervigilance qui te fatigue. Tout va bien. Oh, Magnifique, Catherine. Je vais Mais ça- bien dormir cette nuit. Et puis ça vous va tellement bien, je suis sûre que ça résonne en vous. Oui, c'est vrai, absolument. Parce que je trouve que vous changez, mais vous évoluez de façon... Vous êtes formidable, mais je trouve qu'à chaque fois que je vous vois, il y a eu encore... On voit que vous travaillez sur vous. Et moi, j'aime les thérapeutes qui travaillent sur eux. Parce qu'en fait, finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on rencontre beaucoup de thérapeutes, mais pour moi, s'il n'y a pas de lumière déjà en eux, je me dis, il y a un problème, le décalage entre je vais te soigner, mais en fait, je ne le sens pas heureux. Non, parce que si le thérapeute ne travaille pas sur lui, clairement, c'est de la dépendance, c'est de la fuite de lui-même, c'est-à-dire que c'est de la blessure d'abandon. Il va chercher à se sauver en sauvant exclusivement les autres et il nourrit de l'énergie sacrificielle. Donc tout part de soi. Et quand on dit tout part de soi, bah, déjà, avant de dire aux autres fais ci, fais ça, on se l'applique déjà à soi-même. C'est vrai que si on pousse la porte d'un cabinet de thérapeute et puis qu'il a l'air malheureux, on peut se poser des questions quand même. Mais on est d'accord. Un dermato qui a plein d'eczéma, on n'y va pas. Pardon? Un dermato qui a plein d'eczéma, on n'y va pas. Quoi. Oui, En c'est fait, encore ça nous pire, je trouve, oblige. Ça nous oblige en tant que thérapeute d'aller tout le temps bien, en fait. Pas forcément. Alors, je sais pas si tout le temps D'aider- bien. En tout cas, quand on ouvre son cabinet, on a... Toujours se remettre en question, en tout cas. On a... Et on n'a pas le droit justement de montrer sa vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux. Qu'on peut quand même avoir au fond de sa vie quand même une certaine, comment dire, une certaine reconnaissance dans la vie, etc. Mais il y a des moments où, est-ce que même cette fragilité ne peut pas nous aider pour aider l'autre aussi? Si, mais les moments où, surtout quand, en fait, ce sont des métiers où on ne peut pas se dire, oh, aujourd'hui, je suis fatiguée, je fais le strict minimum. Surtout quand on est dans cette énergie-là, il y a toujours cette invitation à donner le maximum de soi-même. Donc, vaut mieux dire, ah, si on est vulnérable, se dire, là, je ne peux pas aider les gens. Reporter les rendez-vous plutôt que de le faire, où là, bah, limite, on ne va pas aider la personne, ou à négatif, on va lui transmettre de l'énergie négative au lieu de l'aider à aller mieux. Et il y a un adage dans la thérapie qui dit que finalement, nos clients nous payent pour qu'on travaille toujours sur nous. Oh, ben voilà. Pas mal, ça. Ça, c'est une bonne conclusion. On va continuer et je vais présenter à nouveau votre livre, L'hypnose spirituelle, 7 voyages essentiels, seul ou accompagné. Donc, c'est pas une invitation, c'est pas un livre d'amoureux, hein. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, cela dit. Mais c'est vrai que c'est vachement... C'est hyper... Oh là là, j'ai dit vachement. Non mais là... Oh, Ah pardon, on ressort. On apporte le bourreau. non, ça veut dire que je suis vraiment bien sur le plateau. Parce que je parle comme ça, en fait, en vrai. Alors, wesh, wesh. Il est bien, t'as vu. Si, la famille. Il est beau, il est orange en plus. Non, mais si vous réenchérissez à chaque fois, ça va pas aller. Donc, allez, racontez-nous, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors, Vous on y- deviez voilà, en parler pendant 1 minute. Alors effectivement, ça reprend l'hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures parce que l'hypnose spirituelle est née comme ça, mais aussi ça parle de la vie entre les vies, ça parle de la libération d'âme, ça parle de la communication avec les défunts et ça parle de la connexion avec quelque chose de plus grand que nous.
Donc c'est vrai que la régression dans les vies antérieures, c'est juste une petite partie de l'hypnose spirituelle. Et donc, on retrouve dans chaque chapitre, finalement, vous nous accompagnez au fur et à mesure, comme si on allait à une séance. Et donc, en premier, hein, d'ailleurs, c'est important, si on est seul chez soi, il y a par exemple l'exercice d'abord pour s'ancrer, avoir son espace de sécurité, hein, c'est bien ça? Exactement. Ouais, parce que je l'ai fait. Et donc après, au fur et à mesure, on peut arriver soi-même, on enregistre le texte, on l'écoute et on peut plonger dans les vies antérieures. Et on va continuer à explorer parce que c'est passionnant. Alors comment faire d'ailleurs la différence entre, peut-être question piège, hein, et est-ce que d'ailleurs c'est important, entre une vie antérieure et finalement une mémoire transgénérationnelle qui nous suivrait encore? C'est une très bonne question, ça. Pas mal ça, hein? Donc en fait, en hypnose, quand une personne est en hypnose, il suffit de dire quelque chose pour que ça crée un effet. Donc effectivement, on peut demander à remonter dans la généalogie de la personne pour aller voir un problème qui n'est pas résolu aujourd'hui. Donc quand on est en hypnose, c'est assez facile à mettre en œuvre, d'aller dans les vies antérieures ou d'aller ailleurs en fait. Quelle est la différence entre la pratique de l'hypnose telle que vous la pratiquez, Kevin, donc c'est ericksonienne et PNL, c'est ça? On appelle ericksonienne, c'est l'hypnose moderne en fait, c'est l'hypnose d'accompagnement. C'est les gens qui sont formés non pas seulement à l'hypnose, mais accompagnés avec l'hypnose. Alors quelle est la différence entre votre pratique et la vôtre, Catherine? Vous pouvez peut-être répondre tous les deux? Je sais pas, je pense que Sur les résultats, parce que ce qui nous intéresse, c'est les résultats. En fait, les résultats vont être les mêmes, les parcours peuvent être différents, mais je pense que dans tous les cas, enfin je crois en tout cas, on part de la croyance de la personne pour l'accompagner. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir travailler sur ses vies antérieures, c'est qu'il a la croyance que ça peut exister, sinon il le demandera peut-être d'une autre façon. Et je crois que dans la panoplie de l'accompagnant, il y a des outils pour s'adapter à différents types de croyances, pour que la personne puisse se sentir accompagnée dans ce qu'elle est, et pas seulement dans ce qu'elle veut. Et c'est ça qui va souvent faire l'efficacité thérapeutique. Et Catherine, est-ce que vous pensez que c'est un plus, les vies antérieures, l'hypnose Oui, mais spirituelle? alors moi, c'est pas non plus... Vous avez le droit de le contredire aussi. Non, mais hein. c'est pas mon activité. Les vies antérieures, ça représente peut-être que 20%, même pas, peut-être 15% de mon activité dans mon cabinet, en fait. Donc PNL, évidemment, hypnose ericksonienne tout le temps. Et puis, de temps en temps, c'est adapté, ou de temps en temps, il peut y avoir... On peut remonter à la cause d'un problème et arriver dans une vie antérieure. Et ça m'est même arrivé sur des questions classiques, par exemple, comme la perte de poids. Quelqu'un qui vit à 40 ans toujours chez ses parents, qui a l'impression qu'elle ne peut pas sortir. Elle s'est fait construire une maison, mais elle ne va pas y vivre, elle ne déménage pas. Donc elle est comme bloquée dans sa vie et elle a beaucoup de poids en trop. Et on fait finalement une régression. Elle va se retrouver prisonnière dans un harem, dans un temps extrêmement reculé, où elle est forcée à manger, parce qu'à l'époque, ce qui est chic, c'est pas d'avoir une grosse voiture, une grosse montre, c'est d'avoir plein de grosses femmes. Le rêve, on pourrait tout manger toute la journée. Tout manger, mais c'est séduisant. terrible, parce que du coup, donc c'est la grosseur, les bourrelets sont considérés vraiment comme le symbole de la richesse. L'abondance, oui. Oui, parce que ça veut dire qu'on est riche pour pouvoir nourrir toutes ces femmes, et donc elle est gavée comme on gave une noix à Noël. Pas moi, moi je ne gave pas les oies, mais... Et donc, c'est horrible. Elle a une vie horrible où elle veut arrêter de manger et elle est empêchée. Donc, elle va se retrouver. Donc, on arrive dans cette vie-là, on va pouvoir changer les scénarios, elle va pouvoir s'échapper, elle va pouvoir retrouver un corps plus joli, etc. Et arrêter d'être forcée. Et donc, du coup, elle retrouve de la liberté. Et elle va pouvoir, du coup, changer aujourd'hui et arriver à enlever son blocage. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse, parce que alors là, vous allez voir, c'est incroyable. Vous m'avez raconté que vous faisiez aussi de l'hypnose pour insérer un anneau gastrique invisible. Et que ça marchait. Et donc vous vous déguisez en infirmière, c'est ça? En docteur, carrément. En docteur, Mais vous, c'est quoi ce genre de soirée, là? En chirurgien. Oui, c'est hyper intéressant. Et racontez-nous, alors comment ça se passe? Et vraiment, ça marche? C'est-à-dire que c'est... Alors, on pourrait presque... C'est une opération invisible par hypnose. Ah oui, c'est une opération Incroyable, virtuelle, donc c'est pas une vraie opération. Et c'est simplement sur la perte de poids. Ce qui est intéressant, c'est de penser que si effectivement on a un estomac plus petit, on va pouvoir manger moins. Donc c'est simplement une métaphore comme 1000 autres pour indiquer que notre estomac étant petit, on va pouvoir, on va être au bout de quelques bouchées, stop, ça fera un stop en fait. Et vous avez vraiment des... Pardon, excusez-moi. Vous avez vraiment des résultats sur Moi, j'ai tout le temps des très bons résultats. Ah, c'est génial. Maintenant, c'est toujours le cadre, c'est-à-dire que c'est adapté pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et voilà, c'est un parcours en fait. Et même les vies antérieures, c'est un parcours de thérapie. C'est-à-dire, moi, j'aime pas trop quand quelqu'un arrive en disant ouais, je veux une vie antérieure. C'est un peu, si on est chez le coiffeur, on peut dire ouais, je veux les cheveux comme ça, je veux une permanente, etc. Mais quand on arrive en thérapie, on peut pas dire ouais, moi, je veux ça ou je veux ça. Il faut dans la relation voir qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui est pas adapté.
parler. Ça m'arrive de refuser quand les gens me demandent je veux une vie antérieure et pour quelles raisons et pourquoi faire et qu'est-ce que vous imaginez. Oui, pas le côté spectacle finalement, vous aimez pas ça? Oui, ou les gens qui peuvent aller chercher dans une vie antérieure un espèce de don, par exemple, quelqu'un qui voudrait être plus fort en magnétisme ou qui voudrait... Ah, ça arrive hein. Oui, alors voilà, ça dépend des demandes. Donc moi, je fais quand même très attention aux demandes pour voir si c'est adapté ou pas. Et aller chercher une puissance dans une vie antérieure, je trouve que ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. Kevin, je sentais que vous vouliez répondre à quelque chose. Ah oui, parce qu'il y a un point où on va être en désaccord, c'est sur l'anneau gastrique virtuel. Tout simplement parce que je pense que ce qui est important quand quelqu'un a des excès de nourriture, a parfois des comportements boulimiques, c'est d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui a causé ça. Parce que si on restreint le besoin sans travailler sur ce qui est autour de ça... Sur la blessure qui amène à manger. Voilà, C'est pour on ça a un que risque de déporter le symptôme Ouais, en fait sur autre chose. Oui, c'est pour ça que j'expliquais si c'est adapté et plutôt dans le cadre d'une thérapie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dénoué en fait les causes, les problèmes, etc. liés à ce que la personne fait avec la nourriture, on peut, pour aller plus vite, si la personne a vraiment beaucoup de poids à perdre, poser un anneau gastrique, c'est un peu comme une cerise sur le gâteau et qui permet d'aller un peu plus vite. Voilà. Ça dépend des cas. Est-ce que, cela dit, on peut faire les deux? On peut peut-être poser un anneau invisible, en tout cas ça ne peut pas faire de mal. Ben, en fait, comme disait Kevin, de temps en temps c'est adapté, de temps en temps c'est pas adapté. Je pense que c'est en tout cas... Alors, ça dépend vraiment des personnes. C'est difficile de faire des généralités en disant oui, on fait comme ça, comme ça. De temps en temps, une personne qui est vraiment désespérée sur son poids, on peut commencer à la faire maigrir avec l'anneau gastrique. Pourquoi pas? C'est comme un déplacement par rapport à la vie actuelle, la vie antérieure, qui vient, grâce à ce déplacement, être moins souffrant. Et du coup, quand la personne elle est partie dans un bon mood, du coup, on peut aller, parce qu'on a calmé l'angoisse, on a calmé la douleur, on a calmé la souffrance. Elle commence à se réconcilier avec elle-même, elle est dans un état plus calme pour investiguer un peu plus profondément. Très intéressant. Alors on va continuer. Est-ce que vous avez d'ailleurs je sais pas moi, un patient qui est venu vous voir et qui a eu vraiment des résultats probants Vous avez une anecdote à nous raconter? Oui. Sur justement l'hypnose régressive. Oui, alors toujours c'est un petit peu long de raconter toute une histoire, mais j'ai une personne qui se plaignait de tomber dans sa vie, une femme, de tomber toujours sur des hommes malfaisants, tordus, toxiques. Ça ne se voyait pas au premier abord, donc elle a recommencé plein de fois, mais à chaque fois d'une façon détournée, où progressivement la personne se révélait... une fois la phase séduction bien passée, et elle en souffrait beaucoup, donc elle était seule. Et donc on a été dans une vie antérieure assez terrible, où elle a été enfermée, elle a été kidnappée à l'âge de 15 ans aux États-Unis, dans les années 50. Elle a été kidnappée et elle a été enfermée dans une maison pendant 15 ans, où il y avait 6 hommes qui venaient la violer tout le temps, en fait. Et donc elle a passé une vie... de souffrance totale, sans aucun espoir. Et donc là, dans ce genre de cas, du coup, j'ai appliqué une autre façon de faire, c'est-à-dire une autre transformation alors, je demande bien sûr à l'inconscient, à la force intérieure, au soi, je demande... Qu'est-ce qu'on fait? Je demande une permission, en fait, pour pouvoir changer les choses. Et là, ce qui paraissait adapté, c'était de faire un changement de scénario, c'est-à-dire qu'elle arrive à sortir de cet endroit. Au départ, j'ai fait un changement de scénario où elle n'allait pas dans cet endroit, c'est-à-dire au moment d'être kidnappée, il y avait son père qui venait la sauver. Donc c'était une première façon de bifurquer, mais d'évacuer le problème, puisque du coup, il n'y en avait plus. Mais là, on était dans le problème, elle était dans cette maison, elle était enfermée. Et donc, elle a trouvé une arme, il y a un des hommes moins méchants, et elle a tué ces 6 tortionnaires. Et donc là, en faisant cela, c'est comme si elle avait résolu quelque part sa mission de vie. C'est-à-dire que je porte en moi une haine, une frustration totale, et j'ai un sentiment d'impuissance terrible. Et là, du coup, en faisant cet acte de vengeance, de libération, et bien du coup elle s'est libérée de sa haine cachée, dissimulée quelque part des hommes. Même si c'est pas quelque chose, c'est pas une solution dans la vie réelle. Non, mais là ce qui est bien, c'est qu'on est en hypnose. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quelque part, elle a réveillé la dignité de sa propre vie en faisant ce geste, dans songe ou hypnose. Oui, il y a plein de dimensions. Et je tue finalement ces personnes qui ne respectent pas ma vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin? En fait, même au-delà de cette pratique-là, en fait, on remarque aujourd'hui, quand on travaille sur les psychotraumatismes, que travailler à aider les gens à créer des scénarios alternatifs
en fait, les libère. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est comme si notre cerveau, dans un scénario alternatif, va décharger une partie de son émotion. Et donc, on peut s'imaginer, tiens, et si c'était passé quelque chose de différent? Et en fait, quand on revient, on a vraiment la sensation qu'il y a une prise de distance qui a été créée. Donc aujourd'hui, c'est des méthodes qui sont utilisées aussi dans le travail avec les gens qui ont vécu des traumatismes lourds. Donc on recrée un film. On sait qu'on l'a créé, on ne se ment pas à soi-même, mais on aide notre cerveau en fait, à prendre un autre chemin possible dans notre monde imaginaire. Mais alors justement, comment ça se passe en fait, c'est-à-dire que le fait de... Au niveau du cerveau, en fait, pourquoi, même si on sait que c'est pas vrai, et qu'on recrée le film... Ouais, parce qu'en hypnose, ce qui est vécu en hypnose a le goût d'une vraie expérience. Et donc, ça crée un apprentissage. Et donc, maintenant, elle sait qu'elle peut se défendre, quoi qu'il arrive. Et donc, la vie a été généreuse, lui a emmené quelqu'un, donc pas dans un cadre sentimental, mais dans un cadre professionnel, avec du harcèlement. Et elle a su se défendre, alors qu'avant, Surtout que le cerveau ne sait pas ce qui est la réalité, c'est ça, et ce qui est en fait l'imaginaire. En fait, il y a une étude qui a l'enregistre montré... tout simplement. Exactement. Il y a une étude qui montrait qu'on travaille sur un vrai souvenir ou un souvenir qui est parfois un peu faux parce qu'avec le temps, on ne sait plus très bien. L'efficacité est la même. Comme quoi, ce n'est pas la réalité qui est importante, mais la manière dont on la perçoit et dont elle agit sur nous. Et c'est ça qu'on peut retravailler. Donc ça a vraiment des... En tout cas, l'hypnose, c'est aujourd'hui reconnu d'ailleurs par la science. Or, par la science, La thérapie par l'hypnose. Il y a des milliers d'études scientifiques sur l'hypnose depuis 100 ans. Donc c'est quelque chose qui est très étudié. C'est une des thérapies les plus étudiées sur le dernier siècle avec beaucoup d'applications différentes. Alors, je vais faire une séance d'hypnose spirituelle ou ericksonienne ou peu importe. Est-ce qu'il y a quand même une posture à avoir avant d'y aller? C'est-à-dire que pour que ça, il y ait un véritable résultat... Il faut qu'il y ait une vraie demande, en fait. Une vraie intention, une vraie demande, un vrai désir de changement. Finalement, un désir profond de s'en sortir. Et puis je pense qu'il y a la relation aussi qui est importante. Parce que c'est vrai qu'a priori, on ne va pas voir un professionnel parce qu'il pratique l'hypnose spirituelle ou autre, parce qu'en général, on ne sait pas en fait tout ça. Mais par contre, la relation est importante. Si en découvrant quelqu'un, on se dit j'ai confiance en cette personne, déjà il se passe quelque chose et cette personne pourra nous aider à l'état d'abandon que l'hypnose permet. Vous travaillez comment alors? Parce que vous parlez souvent, vous êtes auteur aussi. Les blessures d'âme, comment vous les travaillez? Alors moi, c'est vraiment, j'invite maintenant les gens à les accueillir en conscience. Aujourd'hui, moi, je suis davantage dans une énergie d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais en conscience? Alors, il peut y avoir un travail d'hypnose avant, mais parfois, quand on est dans ce travail d'hypnose, on peut laisser notre libre arbitre, le fait d'être là, ici et maintenant, de côté. Et moi, je suis plutôt dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant avec qui je suis? Avec le bagage que j'ai, gris, donc il y a une partie sombre, une partie lumineuse, mais qu'est-ce que je fais? Par des actions concrètes. Et il n'y a pas, je dis toujours, il n'y a pas de petites actions. Un exemple d'une blessure, qu'est-ce que je peux faire dans les actions concrètes? Par exemple, la blessure de rejet, c'est de dire non à tout. Alors là, vraiment, blessure de rejet, on refuse. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, on a peur, on se coupe du monde finalement. Exactement. On a peur pour ne pas être rejeté, on se rejette. Et bien là, c'est d'apprendre à dire oui. Tu veux boire un verre ce soir? De sa zone de confort. Exactement. Et oui, bien sûr. L'action concrète. C'est super. J'avais une question en plus par rapport aux vies antérieures et je l'ai oubliée, c'est dommage parce qu'elle était super. Elle est partie. Bon, elle est partie comme ça. En tout cas, est-ce que c'est dangereux d'explorer les vies antérieures? C'est une question de demande, c'est une question de demande, d'intention justement, d'accompagnement. Parce qu'en fait, quand la personne elle va vivre quelque chose d'assez intense dans une vie antérieure, quelle conclusion elle va en tirer? Et donc c'est là où il y a une intégration à faire, que moi je fais du coup quand la personne est encore en hypnose. Qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle a appris, qu'est-ce qu'elle a expérimenté, comment elle va l'appliquer dans sa vie, c'est quoi qui se passe à partir de maintenant. Et ce qui peut être dangereux, c'est l'interprétation. C'est au moment de l'interprétation, si la personne veut interpréter « Ah j'ai été bourreau dans une vie, donc maintenant il faut que j'ai une vie pourrie pour payer » par exemple. Ah oui, bien sûr, la causalité. Voilà, donc ou une justification, ça a toujours été comme ça, donc ça va continuer comme ça. Alors que non, pas du tout. Alors c'est le moment d'expérimenter avec vous. Vous le faites avec nous, Kevin. Avec plaisir. Une hypnose collective pour aller avoir un message de notre âme. Qu'est-ce que ça veut dire un message de notre âme? Il va nous guider, un peu comme Isa quand elle nous guide. Alors ça peut être une phrase extrêmement simple. Moi, la dernière fois que je l'ai fait en auto-hypnose, le message c'était la vie est un gâteau.
Et donc j'ai eu une image en fait d'une génoise. C'est pas la vie, Attendez, c'est je pas vais des expliquer, chocolats. parce qu'en fait, on a une image, mais on a sa propre interprétation qui va avec, en fait. Donc pour moi, c'était une génoise toute simple, et c'était à côté, il y avait des gâteaux au chocolat, des choses très sophistiquées. Mais le mien, c'était une génoise toute faite. Donc c'est un peu l'idée, on fabrique sa propre vie soi-même. D'accord, ok. Ok. Alors, en une petite minute, Oui, ça va vous être très accompagnez. rapide. Alors, vous aussi, qui êtes à la maison, c'est le moment de faire silence un peu. Peut-être de monter un peu le son, et on y va, et on vous écoute. Je vous propose en quelques instants une hypnose extrêmement rapide, donc une hypnose sèche, c'est-à-dire sans hypnose. Je vous demande immédiatement de voir un chemin. Un chemin, ça peut être une image ou ça peut être une impression de chemin, une pensée de chemin, et cela n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Et vous allez donc fermer les yeux, si ce n'est pas encore fait, pour visualiser et aller directement sur ce chemin. Et sur ce chemin, il y a un léger vent qui vous emmène un peu plus loin et encore un peu plus loin. Et un peu plus loin apparaît une lumière, une grande et belle lumière, pleine d'amour, de calme, intelligente et sage. Et vous vous approchez de cette lumière et cette lumière devient une partie de vous, comme vous devenez une partie de cette lumière. Et cette lumière va vous emmener profondément à l'intérieur de vous maintenant. Pshou. Et ça vous conduit très loin à l'intérieur de vous. Et vous découvrez un espace merveilleux. Et dans cet espace merveilleux, vous allez recevoir le message de votre âme. Vous êtes à l'intérieur de l'intérieur, dans cet espace plein d'amour, de lumière. Et le message apparaît maintenant. Ça peut être une musique, un son, un mot, une image ou même une sensation. Et vous revenez dans le moment présent avec cette information. J'ai adoré. Ça m'a fait sourire. Moi, j'ai entendu « Fais-toi confiance ». Moi, j'ai entendu tout est clair. Il y avait le mot exploration qui m'est venu. Bon, on va écrire une chanson. C'est génial, j'aime beaucoup. Merci infiniment. Catherine Roumanoff, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. L'hypnose spirituelle. Voilà comment s'auto-hypnotiser à la maison ou même accompagné. Hein. On peut s'amuser. Voilà, c'est très pratique. Merci d'avoir été avec nous. Petite phrase qui fait du bien. Allez, on la lit. Pardon. Merci de nous envoyer chaque semaine. Voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, hein, on est tous là. Et vous nous envoyez, alors plutôt sur l'Instagram ou le Facebook du MAC qui fait du bien, votre petite phrase avec l'auteur, votre prénom et votre région. Alors, allez-y Catherine. Alors, vous ne donnez que peu lorsque vous donnez vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. Donc c'est Khalil Gibran de Boris de Bruges. Magnifique, c'est un peu vous en thérapeute. Voilà, je donne. Voilà. Et qui va recevoir, je ne sais pas. Et moi, j'ai une phrase qui a été envoyée par Cécile de Vincennes. Bonjour Cécile. C'est une phrase de Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Ah, et la punchline pour la fin de l'émission. Cette phrase, elle est de Mère Teresa, elle nous a été envoyée de Jean de Poitiers. Les mots gentils peuvent être courts et faciles à dire, mais ils résonnent à l'infini. Oh, magnifique. Vous nous dites quelque chose de gentil, Isa, à tous les trois? Je vous aime. Ah ben voilà. Magnifique. Alors bisous. Il y a trop d'amour dans cette émission. Il n'est qu'un bonheur au monde. Oh, c'est drôle. Je veux dire, je ne l'avais pas lu encore. Il n'est qu'un bonheur au monde, c'est l'amour. Tout le reste n'est rien. Et c'est De toi. Karine Arsène. Oui, Non, c'est je me vrai suis citée. Bien sûr que non. Georges Sand. Et c'est envoyé par Adrien de Nîmes, que j'embrasse de tout mon cœur. Eh bien, aimez-vous vivant. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. N'oubliez plus, maintenant c'est le samedi à 9h40. C'est plus le dimanche. On oublie, hein, hypnose. On refait tout dans la tête. Hein, d'accord? Et puis surtout, n'oubliez pas de vous faire du bien. Beaucoup de bien. beaucoup On de vous aime, bien. hein, vraiment. Merci Catherine. Merci. Vraiment, c'était top. C'était chouette, hein. Très chouette. C'était passionnant.